S'il vous plaît, nous allons commencer. Je vous demanderai maintenant d'écouter un peu nos conférenciers tout à l'heure. Et après les conférenciers, chacun dans la salle aura le temps de parler et de poser des questions. Donc pour commencer, nous allons donner la parole au président de l'association de la diaspora touareg en Europe, ODTE, c'est Blatin. Merci. Merci. Moi, je souhaitais juste remercier un peu tout le monde d'avoir fait l'effort de rentrer déjà dans la salle. Pas seulement d'être arrivé jusqu'ici, mais de faire l'effort de rentrer dans la salle. Parce qu'apparemment, c'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il fait chaud et qu'effectivement, la question de conférence en général, ça n'a pas beaucoup de succès dans ce genre de manifestation. Mais on maintient quand même cette table ronde parce que c'est le moment, justement, dans cette rencontre, où on essaie quand même de parler un peu de ce qui se passe au Sahel. Ce qui se passe au Sahel d'une manière générale, en termes politiques, en termes, enfin, tout ce qui se passe au Sahel. Les conférenciers, les panélistes qui sont là, chacun abordera un thème, enfin, un volet qu'ils maîtrisent. Et ça permettra uniquement en fait, à la salle de faire les débats par la suite. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un colloque, c'est un échange beaucoup plus avec la salle qu'autre chose. Ce n'est pas vraiment une conférence au sens classique. Le panéliste, leur rôle, c'est au moins juste de donner un cadre général à la discussion, tout simplement. Et voilà. Mais bon, avant de commencer, donc après, je céderai la parole à Mohamed qui va animer, donc, qui va modérer en fait cette table ronde. Je vais donner la parole à Olivier Guillot, donc, qui est là-bas, et qui est en fait c'est lui qui gère les lieux dans lesquels on est ici. Il va se présenter, il va vous dire où on est, à qui ça appartient ces lieux, et puis voilà, surtout qui ils sont. Et ensuite, je donnerai la parole à Mohamed pour commencer vraiment commencer la table ronde. Voilà, Olivier, c'est à toi. Merci à Boulaye. Merci à vous tous. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de vous faire un discours d'un petit quart d'heure, mais déjà vous accueillir sur le site au nom de la CGT et au nom de la CMCS Haute-Normandie, qui est la caisse des activités complémentaires des agents des IEG. Et donc nous avons le plaisir de vous accueillir ici au Cormier dans l'Or pour l'organisation de la diaspora touareg européenne ODTE Tanat et sa rencontre annuelle. Pour nous, l'ODTE, elle joue un rôle essentiel dans la structuration et la valorisation de la diaspora touareg en Europe. En créant un espace de dialogue, de culture et de solidarité, elle permet de renforcer les liens identitaires et de porter la voix du peuple touareg auprès des institutions de la société européenne. À travers ses activités, elle met en lumière la richesse de la culture touareg, la musique, la poésie, l'histoire, les traditions, tout en favorisant des débats ouverts sur la paix, le développement et l'avenir du peuple, enfin des peuples, notamment au Sahel. Donc nous souhaitons la bienvenue à toutes et tous dans ce lieu qui n'est pas si ordinaire, comme tu l'as évoqué. Le Cormier fait partie des œuvres sociales de l'énergie, créées et portées par les travailleurs et leurs organisations syndicales. Il incarne une longue tradition de solidarité, de partage et d'émancipation. En accueillant vos travaux ici, nous faisons vivre cet héritage et affirmons combien il est important que les lieux bâtis par et pour le monde du travail restent ouverts à la diversité des cultures, des débats et aussi des luttes. Ce cadre reflète parfaitement l'esprit de vos journées de rencontre, discuter des enjeux actuels, renforcer les liens et construire ensemble des chemins vers la paix et le développement. Je vous remercie donc d'avoir une nouvelle fois cette année retenu le site du Cormier. C'est un honneur que de vous accueillir et de vous mettre à disposition ces structures. Comme vous avez pu vous en rendre compte par rapport à l'année précédente, nous avons organisé quelques petits aménagements. J'espère qu'au niveau logistique, cela vous aura convenu. Et puis, c'est aussi pour moi, en tant que secrétaire général de la CGT dans l'Eure, l'occasion de réaffirmer les valeurs de notre organisation. Les travailleurs n'ont pas de frontières et la solidarité internationale est une condition indispensable de la justice sociale. La CGT s'est toujours engagée à travers son histoire dans de nombreux combats pour la paix, la liberté et la dignité des peuples. Nous savons que la guerre, l'oppression et l'injustice frappent toujours d'abord les travailleurs, les familles, les femmes et les enfants.
La CGT condamne toutes les formes de violence et milite pour que les richesses produites par le travail servent non pas à alimenter les conflits et les divisions, mais à construire l'avenir, l'éducation, la santé, le progrès social et environnemental. Dans un monde marqué par des tensions, des conflits et des inégalités profondes, et notamment les montées d'idées d'extrême droite au travers le globe, la CGT n'a de cesse de réaffirmer sa conviction: la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi la garantie de droits sociaux, d'égalité et de respect entre les peuples. En accueillant aujourd'hui cette rencontre de la diaspora touareg, la CGT exprime son soutien à toutes celles et ceux qui luttent dans un monde de justice, de coopération et de fraternité. Nous croyons ensemble, en unissant nos forces et nos espoirs, que nous pourrons bâtir un avenir fondé sur la paix, la liberté et la dignité humaine. Je vous souhaite donc, au nom de la CGT ainsi qu'au nom de la CMCAS, une belle rencontre, des débats riches de découvertes, mais aussi en amitié partagée, et je vous remercie. Merci. Merci bien, Olivier, donc, pour votre accueil. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous gordons ça au Tigamda, nous gordons William. Mais à ça, on quitte nos frères d'Assoda, fait là, on ne manie à toi, la président Fogna. On ne manie à ta dit Zour, mais à what I couldn't hold on. Harold no faire à Siharoa, à Dunakul, le garden to Atrivel, et à Tidouinaba, Société Winaba. Ada tilqawin tina badaga artwegan dat salam da Sahel kitnet Mali Niger Burkina Faso mera da sandu gartun tutwa tartwin sar de furwa trwen ada khawaliya etirwi dilenda an shul fela to dana dewenda mera. Donc merci à tous, je vous remercie donc en ajoutant ce que vient de dire le président. Donc vous savez quelles sont les raisons pour lesquelles nous rencontrons ici. Mais avant de commencer notre séance, je vous demanderai d'avoir tous ensemble une pensée pour tous nos morts, les soldats, mais aussi les pauvres citoyens qui ont perdu la vie à la suite de tout ce que vous savez au Sahel. Et pour cela, je voudrais bien que nous gardions une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Souhaitons que nos souhaits soient exaucés et qu'ils reposent en paix. Amera adoklara aratwa nerde sanam kitnawun aratufel ntamanaiga mera asiharwan tagde asiharadi as itusannis les objectifs de Zaymten itusannis dans les objectifs asumane inkeltmasha ketnesan win hanena ikalan nkufakul atamanayan awatayin fela adnamniyan harwadaga أصبحنا دعوة أرتون ويتنزلني دفرين هروادا فلا النجمي أن متف قرينا لأن مدهال مرات وين أرتدي أسيخور أدرس نصف بولين فلا سوي دم بول يفرق الدوي ترجتنت فلا نمطف أن نقبل زنا زوري أنت مرات وين بول زيجو أسود تنوني نيتيدا أنت فين تبكو كري أدنى ويتي دم وين فرق لنا ساقول نتاكو تاكت جرينا ما راسي هروان تبودي أصل الشيول دفرن أيتي الفرق نونيا هروارا تقطفره أنشيولا هروارا أنمزيا بلس أنمزي أرتاك يلا عنولين أنت شاتين أرت أنت تيتنت ما راكتنا نجمع تيتت نما دلنا نجمع تيتت نما دل ودن فرقتنا ما راتيتنت تيتنا كتنا ما رأكين يهو الدوي ترجتنت فل النمشيدو فل النمني فل المدهل أرتادس نهار أتونو جتنا أكين فرق الدوي ترجتنت أي مسكول
mosti mu chikada ifal kadel nta wenda an kamera on mera goda ga wulen goda on da sawt ganda ade digut widu falen ida gawino gugne wulen wasanduda mera adnamini endere dira etidum war hande fawda daga watay artwen arta di zuuden sinamara on problem arwada wulen Je vous remercie beaucoup. Merci pour tous pour votre venue. Merci d'avoir répondu à l'appel de la diaspora touareg en Europe au détour Tanat. C'est vraiment l'occasion très importante pour que nous nous revoyions au moins une fois par an afin d'échanger sur les différents problèmes qui nous préoccupent, comme l'a dit le président tout à l'heure. Et aussi pour que chacun apporte sa contribution, non seulement pour pouvoir résoudre certains problèmes de la vie, mais aussi s'entraider. Chacun peut apporter son aide, aussi minime qu'elle soit. Chacun est capable d'apporter quelque chose. Et je crois que c'est pourquoi le fait de se rencontrer et de discuter et d'échanger et de se connaître pourra effectivement être quelque chose de positif. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous vous remercions tous au nom de la diaspora touareg en Europe. Auditeurs, je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de venir ici. Et je suis persuadé que vous ne serez pas déçus de vos 3 jours ici, en Normandie, entre frères, et que cela va nous faire, va faire avancer notre grande famille, Toulouse, Nketmaj. Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à nos conférenciers qui nous ont fait l'honneur d'accepter de venir ici. Il s'agit évidemment de faire un échange entre les conférenciers ici présents et la salle. C'est-à-dire que la salle aussi aura l'occasion de parler et de pouvoir dire des choses. Mera asgaran ashibule triwilenda kone akien ifrag akiet tfrag ntada tatklawal tashiul. Mera ada sanaslu tza asgaran fruen ada wana fara micro kona tashiul mkwenida. Bon, donc avant de vous donner les micros, donc on laissera d'abord parler les conférenciers et après les conférenciers, chacun pourra intervenir puisque, comme l'a dit le président, il s'agit d'un échange dynamique entre tous les gens qui sont présents ici, qu'ils soient ici sur la table de conférence ou qu'ils soient dans la salle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette interaction qui est tout à fait nécessaire afin que nous puissions traiter des questions qui nous préoccupent actuellement et qui préoccupent le Sahel en particulier. Et personne aujourd'hui ne peut évidemment être indifférent à ce qui se passe actuellement. Et c'est la responsabilité de chacun de nous et de tous. Alors, donc, je vais maintenant donner la parole à nos conférenciers, auxquels je souhaiterais demander qu'ils essaient de limiter leur temps de parole d'une dizaine de minutes, à peu près, pour permettre aux gens qui sont là de pouvoir parler effectivement. Alors, ils vont se présenter un à un avant de prendre la parole. Je passe la parole d'abord à Issouf. Bonjour, merci Monsieur le Président d'honneur. Donc moi je me nomme Issouf Agmaha, je suis ancien élu du Niger et je suis écrivain touareg. Donc je laisse les autres camarades se présenter avant de reprendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde, moi je me nomme Hadizatou Mintizidou, je suis Brabiche de Tombouctou, précisément du Mali. Je suis membre du comité de suivi de l'accord de paix qui n'existe plus au Mali. Je suis parmi les 9 femmes qui ont été dans l'accord de paix du Mali. En même temps, je suis membre du G100. Le G100, c'est un réseau global. Je suis la représentante du G100 au Mali. Un réseau mondial qui est dans beaucoup de pays. Donc c'est moi qui représente le G100 au niveau du Mali en ce qui concerne la défense et la sécurité des droits des femmes. Je vous remercie. Je m'appelle Mohamed Agahmedou, je suis Touareg de l'Azawa, Mali. Je suis journaliste, rédacteur, analyste politique et sécuritaire.
Merci tous, merci d'avoir entendu donc les conférenciers qui se sont présentés. Maintenant, on va écouter leur intervention, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les frères qui sont venus pour vous entretenir aujourd'hui, cette occasion de la rencontre annuelle de la diaspora touareg en Europe, d'échanger avec vous dans un cadre purement familial pour échanger sur justement la situation que vivent les populations, sur la situation que nous vivons ici, échanger sur quel va être notre rôle, quelle est notre position actuelle et face à toutes ces réalités aujourd'hui. Il est évident que dans un contexte où on se dit diaspora, touareg, il est très difficile de spécifier la situation telle qu'elle est vécue dans chaque pays, enfin spécifiquement dans un pays par exemple. Lorsqu'on se dit d'abord touareg avant de se considérer nigérien, malien, algérien ou burkinabé ou libyen, il est évident que d'abord le débat est un peu complexe. Il faut avoir une certaine hauteur d'esprit, il faut avoir une certaine analyse pour comprendre que ce n'est pas évident. Il y a les problèmes nationaux que nous vivons chacun de son côté, mais il y a le problème global du peuple touareg, tout simplement, qui a été réparti vraiment entre plusieurs États, des États dans lesquels ils sont devenus des minoritaires contre leur propre volonté. Nous sommes en train de vivre les conséquences de cet acte historique qui date des années 1885 et que nous sommes en train de gérer à notre façon aujourd'hui. Il est évident qu'il est plus facile pour moi de parler de la situation au Niger que de parler de la situation au Mali. Même si je la connais, il y a des frères qui suivent plus l'actualité que moi, c'est évident. Même si je dois reconnaître que tous, tant que nous sommes préoccupés par ce qui se passe dans l'Azawad. Nous suivons au jour le jour, heure par heure, ce qui s'y passe. Nous essayons en tout cas, sans pour autant pouvoir être acteurs, mais nous sommes quand même des observateurs de cette scène, de cette situation. Nous nous sentons tous concernés. En tant que Touareg, nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans l'Azawad, par la lutte actuelle, par les conditions dans lesquelles vivent les populations, par les massacres qui se font, par justement l'armée malienne et ses supplétifs russes, qui ne font pas de quartier et qui sont dans une logique d'épuration ethnique sans précédent. Et donc, nul ne peut être indifférent par rapport à cette situation. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus puisqu'il y a les frères qui sont directement concernés et qui ont la main dans la pâte et qui sont des vrais acteurs de la situation, raison pour laquelle ils sont réfugiés en France, pour nous édifier, pour nous éclairer sur ce qui se passe, sur comment justement eux, ils voient les choses, sur comment ils voient l'avenir, parce qu'effectivement, nous sommes très intéressés par cette analyse, nous sommes très intéressés par cette vision et nous sommes vraiment très intéressés par cet avenir, pour connaître justement ou avoir une idée de ce que peut être l'avenir de ces populations qui sont actuellement en train de souffrir et dont nous sommes naturellement très solidaires. Je vais évoquer un peu la situation au Niger. La situation au Niger n'est pas la même, c'est vrai, qu'au Mali politiquement, en ce qui concerne les Touaregs, parce qu'il n'y a pas de chasse à l'homme, il n'y a pas de persécution, même si sur un autre plan, le pays est sur le même registre
que le Mali en ce qui concerne la politique internationale, parce que le Niger fait partie de l'AES, au même titre que le Mali et le Burkina Faso. Et nous sommes, non pas en tant que Touareg, mais en tant que citoyens et en tant qu'intellectuels, nous nous posons naturellement cette question. Cette question, c'est de dire, est-ce que nos pays ont pris une bonne trajectoire? Est-ce que c'est une bonne décision? La question n'est pas de se dire, aujourd'hui, on a eu des coups d'État chez nous, aujourd'hui, on a un recul très considérable en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme, ça c'est un fait. Mais ce qui est important pour le peuple, au-delà de la démocratie qui peut être considérée comme un luxe, le droit qui peut aussi être subsidiairement aussi moins important que la survie en tant que telle, que le développement en tant que tel, que l'existence en tant que telle. Et c'est là la question qui se pose aujourd'hui. C'est ça la question qui se pose les citoyens, en tout cas en ce qui concerne les citoyens nigériens avec lesquels on a des rapports. Et nous-mêmes, en tant que citoyens nigériens, nous nous posons souvent cette question en se disant, est-ce que le fait que le pays s'isole de cette façon, est-ce que le fait que le pays remette tout en cause en ce qui concerne le droit de l'homme, en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne les libertés fondamentales, est-ce que c'est le bon chemin au XXIe siècle? Nous avons connu un coup d'État en 1974 qui a remis en cause le régime issu des indépendances, et certains d'entre nous ont gardé un souvenir pas très reluisant, parce que pendant les années de CMS, donc du général Kouché, paix à son âme, la dictature, le manque de, disons, l'état d'exception tout simplement, où il y a une seule personne qui décide pour les autres et où on n'avait pas droit à la parole, a amené une partie de nos frères Touareg justement à se révolter, à partir en Libye pour essayer de trouver un moyen de se débattre. Et ce combat a continué jusqu'aux années 1990, jusqu'aux années 2007, jusqu'à aujourd'hui. Pour le Mali, par exemple, ça continue aujourd'hui, même si au Niger, ça s'est arrêté. Mais cette situation de révolte, cette situation de rébellion que nous avons connue et à travers laquelle on a connu cette cause Touareg dont on parle aujourd'hui, cette situation, elle vient justement de cette dictature, de cet état d'exception où les droits sont niés et où le droit est complètement piétiné. Donc, c'est ce problème aujourd'hui, c'est à ce problème qu'on est confronté aujourd'hui. Les pays de l'AES ont décidé de tourner le dos à l'Occident, qui est considéré comme disons, le berceau de la démocratie, de l'état de droit, des libertés fondamentales et tout, pour s'orienter vers la Russie, il faut le dire, et pour essayer de trouver maintenant les moyens de s'en sortir. Est-ce une bonne solution? Est-ce une bonne décision? La majorité des gens dont je fais partie appréhendent justement, mais nous n'avons pas de recul aujourd'hui pour dire avec certitude. Scientifiquement, on n'a pas les moyens de le dire pour dire que c'est une mauvaise décision. C'est ce qu'on pense. Au fond de nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas bien. Au fond de nous, nous pensons que ce n'est pas une bonne décision. Mais seule l'histoire nous dira si cela est bien ou pas. Est-ce que les pays vont plonger? Est-ce que la Russie sera en mesure de ramener la quiétude, de ramener la paix? Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une dynamique de terrorisme qui a pris place, qui menace aujourd'hui ces pays dans leur existence, il faut le dire. Ces pays sont menacés dans leur existence. Certains de ces pays, comme le Burkina, le Mali et même le Niger, ont perdu une bonne partie du contrôle de leur territoire. Il y a énormément de populations qui ont fui leur village, qui ont fui leur terroir, qui sont retrouvés réfugiés dans des pays voisins ou dans les centres-villes, où ils sont devenus des populations complètement démunies
ou des populations complètement pauvres. Et là, ça nous interpelle effectivement. La question, lorsqu'on pose les débats, effectivement, on peut se dire, bon, est-ce que si la démocratie était là encore, cette situation arriverait? On ne sait pas. Ça serait malhonnête de dire que si on avait encore la démocratie, cette situation d'insécurité n'allait pas venir. C'est pas juste. Dire qu'elle a été moins pénible ou elle a été moins forte parce qu'il y a les militaires qui sont au pouvoir, là également, c'est mal. Je pense que c'est malhonnête de le dire parce qu'on n'a pas d'éléments scientifiques pour le dire exactement. Ce qu'on sait, c'est que de jour en jour, l'insécurité s'aggrave. Les populations sont massacrées. L'armée est massacrée. Elle est détruite tous les jours. On récupère ses moyens de guerre. On chasse les populations. On leur fait subir tout ce qu'on peut imaginer comme exaction. Donc la situation, le tableau, tout le monde le sait, il est sombre. Sombre, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au coup d'État? On ne sait pas. Est-ce que c'est dû à une nouvelle géopolitique qui a des agendas que nous on ne maîtrise pas? On ne sait pas. Mais le fait, c'est que ça y est là, c'est réel et il faut faire avec, il faut l'analyser. Voilà donc pour ce qui concerne en tout cas la situation au Niger. Je ne vais pas trop garder la parole. Je vais laisser les frères qui connaissent bien la situation de l'Azawad qui est encore plus préoccupante. Parce que là, les ennemis du peuple ne sont pas les terroristes, ne sont pas les bandits. Il se trouve que c'est l'État lui-même qui est devenu l'ennemi du peuple. Il se trouve que c'est l'État lui-même qui détruit sa propre population avec ses propres moyens. Avec des armes qui sont payées par l'impôt du citoyen. Parce que la force d'un État, c'est très puissant face aux citoyens. Un citoyen n'est rien face à la force de l'État. Et malheureusement, l'État malien est rentré dans cette logique. Il l'avait fait en 1963, l'histoire est là. Il a utilisé les mêmes Russes, l'Union soviétique, qu'il a aidé à l'époque pour massacrer, pour tuer dans l'œuf la première révolte touareg ici qui a suivi les indépendances. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Ils amènent des gens encore plus pernicieux, avec une situation encore plus dangereuse, en amenant d'abord, ils avaient amené les Wagner, qui sont des repris de justice, qui ont pour rôle ou pour mission de massacrer tout simplement. Et le résultat s'est compté au nombre de populations civiles massacrées. Il y avait des statistiques pour ça et ça leur donnait des grades. Plus ils massacraient, plus ils faisaient subir des exactions inhumaines, plus c'était bien aux yeux de ceux qui les ont envoyés en mission. Donc voilà la situation, vraiment elle est chaotique, elle est dramatique et nous devons réfléchir à notre niveau, au niveau de la diaspora touareg. Aujourd'hui elle s'agrandit. Il y a beaucoup de Touaregs qui, du fait de la situation, ont rejoint l'Europe pour fuir les exactions, pour fuir la dictature, pour fuir les pays qui renient l'état de droit. Et aujourd'hui, ils sont venus, ils vont être avec nous. Ça fait presque 20 ans que l'association existe. Ça fait presque 20 ans que l'association se réunit chaque année pour discuter de cette situation, pour discuter de comment agir, comment être utile, comment apporter sa pierre à l'édifice pour que chez nous là-bas, les populations puissent vivre dignement. Ce n'est pas gagné, mais c'est la responsabilité de chacun de nous. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Monsieur Namara Kolian, merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti et surtout d'avoir donné les éléments essentiels pour comprendre en très peu de temps la situation que nous vivons actuellement au Niger en particulier et qui est la même évidemment pour les autres pays. Et c'est intéressant de réfléchir sur ces éléments pour voir effectivement dans nos discussions que nous allons avoir comment nous, en tant que diaspora, nous pourrons apporter notre contribution à une réflexion susceptible de conduire vers des solutions
nous approprier pour que nous arrivions peut-être un jour à résoudre ce dilemme de l'insécurité et aussi de la démocratie et des tendances à un autre système que l'on ne sait pas encore, qu'on n'a pas encore imaginé. Et ça va être justement le sujet des échanges que nous allons voir aujourd'hui entre nous. Donc je vais passer tout de suite la parole à notre deuxième interventeur, Madame. Bonsoir encore. Voilà, moi je vais juste, comme je n'ai pas préparé, j'ai pas beaucoup préparé cette conférence, mais je vais vous parler juste de ce que je connais et de ce que j'ai vécu au niveau de mon pays. En tant que femme et en tant que femme politicienne, en tant que femme leader, en tant que femme éducatrice. Voilà. Donc depuis 2012, mon pays qui est le Mali, précisément le grand nord du Mali qui s'appelle l'Azawad, dont nous appelons Azawad, qui est constitué de beaucoup de communautés. Par exemple, les Arabes, les Touaregs, les Soreilles, les Peuls. C'est eux qui vivent dans le grand Azawad que vous entendez. Et l'Azawad est constitué de 5 régions. La région de Tombouctou, la région de Gao, la région de Menaka, la région de Kidal et la région de Taoudeni. Donc moi, je fais partie. J'étais conseillère communale au niveau de la région de Taoudeni, précisément le cercle d'Achurat. Une situation très difficile à dire et très difficile à partager. Je remercie l'association ODT qui m'a donné l'occasion d'être là aujourd'hui et de parler de moi et de parler de ma région, parler de mon pays et de ma communauté. Ma communauté qui a été marginalisée depuis des années, avant même ma naissance. Depuis 1963, ma communauté a été toujours marginalisée par son propre pays. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ces choses se passent. D'autres croient tout juste que les Touaregs et les Arabes, c'est des gens qui veulent la guerre. Parce que j'ai entendu beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une population qui a été marginalisée sur tous les plans. Sur le plan éducatif, ça c'est la première des choses. Un enfant qui n'a pas été éduqué, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui est mon droit, qu'est-ce qui est mon devoir. Donc l'Azawad, la lutte de l'Azawad en première position, c'est le développement d'abord de ces régions. Ces régions n'ont jamais été développées depuis 1963 jusqu'à nos jours. Mais vu leur courage, vu leur lutte pour leur population, ils se sont donné la main pour former ces mouvements que vous entendez. Des mouvements passés que moi je ne connais pas les noms, mais je connais les noms des mouvements que j'ai connus, auxquels j'ai fait partie, dont je suis membre. Des mouvements qui s'appellent avant la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. J'étais membre de ces mouvements au nom du MAA. Les MAA, c'est le mouvement arabe de l'Azawad. Et en même temps, j'ai été au niveau de la signature de l'accord de paix, dont j'ai fait partie du comité de suivi de l'accord. Nous faisions l'évaluation et le suivi de l'accord de paix qui a été signé en 2015 en Algérie. Et cet accord était la solution, c'était le souhait de tout le monde, c'était l'espoir de tout le monde. Tout le monde comptait sur cet accord, qui vu aujourd'hui, malheureusement, a été mis dans une poubelle. Malheureusement, ça a été mis dans une poubelle, malgré les efforts fournis par le monde entier, je dirais. Par le monde entier, parce que cet accord avait comme garant la communauté internationale. Et cet accord, tout le monde avait l'espoir sur ça, car la guerre, personne n'aime pas la guerre. La guerre a été imposée pour nous. La guerre a été imposée pour nous et on n'a pas le choix. Donc, on croyait qu'il y avait cet accord. Nous allons continuer à travailler ensemble et ça va nous ramener la paix. Et nous avons commencé à travailler sur 4 grandes lignes. La politique institutionnelle, les développements socio-économiques, la défense et sécurité et la justice. Justice, réconciliation
et les questions humanitaires. C'est ça l'accord de paix que vous entendez. Donc cet accord, les grandes lignes parlent de tous les Malis, pas seulement l'Azawad. Et si c'était que ça a été appliqué normalement comme ça se doit, aujourd'hui nous ne serons pas là. Mais vu la politique des hommes qui ne veulent pas vraiment que ça avance, ils ont tout fait pour les casser. Nous, en tant que femmes, membres du comité de suivi de l'accord, et même les femmes qui sont dans les commissions, comme les CNRSS, comme les DDR, comme les autres commissions, nous nous sommes donné la main, ensemble, on s'est mis sur table, on a dit, essayons, nous en tant que femmes, essayons d'agir le plus vite possible pour que cette situation ne se gâte pas. Et on s'est donné la main, on a constitué une association ensemble. Une association des femmes des mouvements ainsi que les femmes du gouvernement. Donc les partis signataires, c'est 4. Il y avait la plateforme, il y avait la CEMA, il y avait l'inclusivité, il y avait le gouvernement. Donc nous 4, on s'est donné la main, on a dit comme nous sommes des femmes, nous allons montrer le bon exemple pour montrer que ça c'est la même population, les mêmes pays, les mêmes objectifs, essayons de travailler ensemble. Et j'ai donné ma voix, peut-être pour ceux qui veulent voir, vous pouvez taper sur Google mon nom, vous allez voir là où j'ai parlé. J'ai dit, mettons-nous sur table, dialoguons, discutons, soulignons ce qui ne va pas et résoudrons ce qui va pour nous tous. J'ai essayé, j'ai fait beaucoup de cris de cœur pour tous ceux qui ont la bonne volonté au niveau national ainsi qu'au niveau international, pour qu'on puisse sauver cet accord qui est là en train de détruire. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le coup d'État. Au début, on s'entendait bien, on a tout fait ensemble, et dès que les militaires ont pris le pouvoir, tout est mélangé. Ils cherchent carrément à se débarrasser de notre mouvement. Ils ont tout fait pour nous créer des problèmes. Tandis que nous ne sommes pas ceux qui veulent la guerre et on ne l'a jamais voulu. Nous sommes des gens qui luttent. Et notre lutte, c'est une lutte qui est légitime. Car vous ne pouvez pas comprendre, une femme comme moi, étant dans une grande région, comme la région de Tombouctou, la région de Taoudeni, qui constitue plus de 5 cercles, beaucoup de populations, plus de 500 000 populations, je ne peux pas permettre que ma région reste sans école. Je vois mes enfants, ils ne partent pas à l'école. Je vois au nord plus de 1000 et quelques écoles fermées. Et je vois au sud, les enfants partent à l'école. Je ne pouvais pas me taire. Moi qui connais l'importance de l'école, je suis obligée de crier. Je suis obligée de parler. Je suis obligée de montrer ce qui ne va pas et de chercher les solutions. Et on l'a essayé, sans les armes, on l'a essayé. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Parce que la volonté politique n'y est pas. Donc ils ont tout fait pour que cet accord-là se casse. Donc depuis septembre 2023, la situation dans mon pays ne va pas du tout. Et de là, ça a amené la guerre actuelle qui est là-bas aujourd'hui. Nous vivons déjà une guerre de terrorisme et l'autre guerre qui a été imposée sur nous, on était obligés de l'assumer. Parce qu'on nous a trouvés, on a trouvé nos gens, nos combattants. Parce qu'il y a eu l'intégration des ex-combattants, mais pas totalement. J'ai des gens qui peuvent le témoigner, qui sont là dans la salle avec moi, qui le savent. Il y a eu l'intégration de 15 000 ex-combattants. Il restait encore 15 000 qui n'ont pas été intégrés. Que faire pour ces 15 000 ex-combattants qui sont là? Ils refusent catégoriquement de les faire intégrer. Et ils ont toujours leurs armes parce qu'il n'y a pas eu de désarmement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut résoudre ces problèmes? Finalement, ce que nous ne voulons pas, c'est ce qui s'est passé. Ils ont trouvé ces gens à leur place, dans leur région, pour essayer de les combattre. Et quand quelqu'un te trouve chez toi, et il essaye de te combattre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de te défendre. Donc c'est ce qui a amené la guerre. C'est ce qui a ramené la guerre au Mali. Avec nous qui sommes aujourd'hui les FLA. Avant c'était la CEMA, aujourd'hui c'est les FLA. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, moi seul je peux résoudre. Il faut qu'on se donne la main, nous tous, ceux qui sont là au niveau de la diaspora, ceux qui sont au pays,
ceux qui sont réfugiés dans d'autres pays. Parce que je ne vais pas retourner sur la même chose que mon frère vient de dire. Il y a plus de 25 000 habitants, plus de 25 000 familles, enfants, femmes, hommes qui se sont réfugiés dans les pays voisins, d'autres ici en Europe, d'autres dans d'autres pays, parce qu'ils n'ont plus, ils ne peuvent plus rester, parce que leur vie est en danger. On vient chez toi, il faut juste être nordiste. On ne cherche même pas à savoir tu es quoi, tu es politicien, tu as été quoi. Juste, il faut être Touareg, il faut être arabe ou peul, tu es terroriste. Et ces Wagner qui sont venus, ils viennent nous tuer. Et qui a amené ces Wagner? C'est le nouveau régime qui est là-bas. Et c'est le nouveau régime qui est là aujourd'hui. Depuis que nous, on a crié, on a montré ce qui ne va pas. Personne ne parle pas. Mais aujourd'hui, la vérité, tout le monde le voit. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne accusons personne, mais on parle des réalités des choses et de ce qui se passe. Donc ça ne fait que multiplier et ça ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Vous qui êtes là dans la salle, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter que nous pouvons souligner pour nos leaders, pour qu'on puisse mettre fin à cette situation? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est évidemment une situation dramatique, comme elle vient de nous rappeler, qui est due par la folie des hommes, étant donné que justement elle nous a rappelé tous les essais qui ont été faits au Mali pour taire les armes. Ce qui a commencé en 63, comme elle l'a bien dit, mais aussi surtout en 2015 avec les accords d'Alger. Ces accords, évidemment, auraient permis certainement de sauver beaucoup de vies humaines. Mais malheureusement, on est arrivé dans ce que l'on voit aujourd'hui, qu'elle a très bien rappelé, et sur lesquels on reviendra, pour montrer que la coexistence entre les peuples de cette zone est quelque chose d'extrêmement important sur lequel il va falloir revenir pour que cette cohésion sociale permette aux gens de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, aujourd'hui, il faudrait réfléchir pour savoir comment arriver de façon interne à faire dialoguer les frères entre eux, parce que c'est une affaire interne d'abord avant d'être internationalisée. Et peut-être c'est là qu'il faut appuyer, puisqu'autrefois quand on avait des grands conflits, c'est toujours par la médiation entre les sages et des personnes écoutées qu'on arrivait à mettre fin au conflit. Or là, on veut contourner ces méthodes traditionnelles pour chercher des méthodes internationales qui malheureusement aujourd'hui nous ont plongé dans les drames actuels que subissent les populations et que nous ne savons plus comment en sortir, aussi bien au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Donc effectivement, tout à l'heure la parole vous sera donnée, chacun pourra proposer, disons, ses solutions, en tout cas des propositions pour essayer de sortir de cette crise-là qui envenime toute la région et que nous vivons avec beaucoup de difficultés dans ce drame. Merci beaucoup en tout cas pour ce rappel. Merci de la réponse. Je suis parti dans la pensée. Donc, et aussi avec... je vois beaucoup de boubous. Je me suis senti être là. Donc, c'est moi, au tiroir. Effectivement, la situation que vivent les Touaregs, surtout ceux de l'Azawad, du nord du Mali, vraiment nécessite beaucoup d'inquiétude, ou bien suscite beaucoup d'inquiétude, parce que pourquoi, j'ai une seule question, pourquoi c'est au Mali que les Touaregs ont des velléités
ou des revendications territoriales jusqu'à maintenant. Pourquoi c'est au Mali? Pourtant les Touaregs, ils sont en Mauritanie, ils sont au Mali, ils sont au Burkina Faso, ils sont au Niger, ils sont en Algérie, ils sont en Libye. Pourquoi c'est au Mali qu'on continue d'avoir des revendications territoriales? Donc, c'est pour dire que les Touaregs, on les met toujours dans les prismes sécuritaires. Toujours. Alors qu'au Congo, il y a au moins plus de 200 groupes armés. Est-ce qu'il y a un groupe Touareg au Congo, en RDC? Est-ce qu'au Soudan, est-ce qu'il y a un groupe Touareg là-bas? En Angola, est-ce que parmi les forces de libération du Cabinda, il y a un groupe Touareg? Il n'y en a pas. Donc, cette situation aujourd'hui, comme la grande sœur vient de le dire, moi j'ai accompagné en tant qu'un journaliste les enjeux sécuritaires au Sahel, de 2011 jusqu'à maintenant. Et je continue toujours à piger, je continue toujours à écrire, parce que j'ai beaucoup couvert beaucoup de sujets, que ce soit sécuritaire, que ce soit politique, humanitaire, la culture. Donc, finalement, je ne peux pas m'empêcher de traiter ce qui se passe, tout ce que je vois. Et aussi du fait que je suis quand même une personne qui vient de cette localité. Et j'ai toujours été quelqu'un qui essaie de comprendre toutes les parties, que ce soit la partie qui me concerne, d'où je viens, que ce soit la partie du site, que ce soit le centre. Mais le niveau de luminosité qu'on a, parce qu'on a suivi tout, on a vu tout, comment ça s'est passé dans chaque endroit, comment ça a pris forme, comment c'est devenu incontrôlable. On a tout ça. Donc, les PEL en décembre 2015, ils ont commencé à s'attaquer aux autorités, à différentes bases de l'armée malienne, parce que les PEL ont subi, ils ont été confondus en 2013 lors de l'intervention française au Touareg dans les centres. Il y a eu au moins une trentaine de leaders PEL et des leaders communautaires religieux qui ont été tués. Donc ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y ait un président démocratiquement élu. Ils ont demandé aux autorités qu'ils connaissent ceux qui ont tué leurs leaders et qu'ils veulent la justice. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a protégé ceux qui ont commis des atrocités sur des PEL, mais les PEL aussi ils sont partis dans les maquis. Et c'est ça qui a donné la naissance à la Katiba du Massina, qui est aujourd'hui la plus forte, aujourd'hui sur le Sahel, la plus forte, la plus puissante. Qu'on le veut ou pas, c'est la triste réalité. Aujourd'hui, la Katiba du Massina de Amadou Koufa est la plus forte, la plus équipée et la plus comment on appelle, la plus agressive contre les autorités maliennes, burkinabées et même nigériennes. Donc voilà. En 63, c'était juste un fait divers. Et on a massacré beaucoup de populations. Dans les années 90, moi, mon père c'était un gendarme. Il a fait Tessalit avec le père de l'actuel ministre de la Culture, de la Sécurité de la Jeune. On a fait Tessalit. Et on a été muté à Gossi. Et là-bas, il y avait des bérets rouges qui tuaient des gens. Et mon père, pendant qu'il portait l'uniforme, on craignait qu'il soit tué par ce qu'on appelle les rebelles Touaregs. Après, en 94, en janvier 94, il a pris la retraite. On est revenu à Gossi où il avait acheté une maison. Et là, il essayait d'empêcher les bérets rouges de massacrer les populations, comme il le faisait lorsqu'il portait l'uniforme. Et on l'a accusé d'être un rebelle. Et il a été arrêté
Et grâce à ses connaissances au sein de l'armée, ils l'ont fait fuir. Et on est parti. Moi, j'ai perdu 4 années de ma vie sans aller à l'école. Et c'est après que je suis retourné à l'école. Et ça ne nous a pas empêché d'être résilients. Et même maintenant, nous reconnaissons le Mali, mais nous reconnaissons le Mali aujourd'hui sous une autre forme parce qu'on ne peut pas continuer à fuir en 63, fuir dans les années 90, fuir en 2012 et fuir en 2023 où même les mouvements armés indépendantistes qui ne voulaient pas signer l'accord d'Alger le 20 juin 2015 ont même donné parmi eux des hommes pour intégrer un régime de fait. Donc, cette guerre-là, c'est tout simplement parce que il y a des militaires qui sont venus, qui n'ont pas d'expérience et qui ont été manipulés par des arrivistes, je m'excuse du terme, et qui les ont induits en erreur, et ils ont eu un conflit diplomatique avec les partenaires traditionnels du Mali, et ils ont instrumentalisé une guerre conventionnelle alors qu'il y a une guerre asymétrique qui est là, qui fait même du mal aux populations locales. Qui fait même du mal aux populations locales. Donc, c'est parti. Moi, même avant-hier, j'ai discuté avec un policier tchadien qui était à la MINUSMA. Il me disait en 2021, 2022, 2023, tu soutenais la jeune. J'ai dit non, je suis républicain. Je suis républicain et je soutiens la paix. Parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est la paix qu'il nous faut. C'est un État progressiste qu'il nous faut. Et cet État progressiste, malheureusement, à un moment donné, on a tué des gens que je connais, des personnes que je connais, des amis que je connais. On a exécuté mon beau-frère le 16 juin 2024, le mari de ma petite sœur, même père, même mère. Il a été exécuté par des mercenaires de Wagner. On a tué des personnes que je connais. On a envoyé des tirs de drones sur une foire hebdomadaire fréquentée par des populations maliennes. Donc, toute cette expédition punitive contre les populations, je la scripte pas à pas. Parce que je connais les terrains, j'ai des sources, même au sein même de l'État malien, j'ai des sources. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la situation aujourd'hui est que nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la peur, dans la persécution. On a aujourd'hui au camp des réfugiés, plusieurs camps de réfugiés en Mauritanie, dans les 700 000 réfugiés en Mauritanie. Alors que déjà en 2021, il n'y avait que 30 000 réfugiés sur 77 000 qui étaient venus en 2012. Donc, vous voyez aujourd'hui, ça déborde jusqu'à ce que les réfugiés aujourd'hui crient. Les réfugiés aujourd'hui crient sur le fait qu'ils n'ont pas d'eau en Mauritanie parce qu'il y a une pléthore de réfugiés. Et aussi la Mauritanie aussi a des problèmes. Elle a des problèmes parce qu'il y a eu des manifestations après l'élection du président mauritanien. Et beaucoup de manifestants qui ont été arrêtés sont des Maliens. Ils ont la nationalité malienne. Donc la Mauritanie ne fait pas de différence entre qui est Touareg malien, qui est Bambara, qui est Soninké. Vous êtes tous des Maliens. Donc la loi mauritanienne sur les étrangers s'applique à tout le monde. Ce n'est pas une question d'être un Touareg ou d'être un Bambara. Donc beaucoup de propagande, quand je vois, on dit oui, la Mauritanie soutient la rébellion. Et pendant que le Mali et le Sénégal ont soutenu les flammes de la Mauritanie, ils les ont soutenus. Et c'est connu de tout. Mais la Mauritanie n'a pas crié pour dire qu'ils ont soutenu. Et la population de Kidal, qui est massacrée par des drones, qui est massacrée par des mercenaires, et qui a eu une crise humanitaire, des épidémies l'année dernière, c'est l'Algérie qui a secouru ces populations.
l'État les a abandonnés. Ça aussi, c'est une triste réalité, c'est une réalité qui est connue. Nous avons vu des images. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette situation et nous ne pouvons pas aussi continuer à vivre de l'histoire et des histoires. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette gêne a atteint vraiment le niveau du summum en ce qui concerne le pourrissement. Où aujourd'hui, c'est un disque qui est en train de s'autodétruire, si vous voyez, ceux qui voient la réalité au pays. Et la question n'a pas bougé. Nous avons reculé d'au moins 57 ans en arrière. C'est la même chose depuis 1977. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc, je salue le Niger. Je salue vraiment le Niger. Je salue le président de l'organisation Touareg en Europe, ainsi que tous ses collaborateurs. Parce que le Niger a un niveau d'intégration que nous, au Mali, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Le Niger est un pays très intègre. Vous l'avez vu, il y a eu quelques amalgames sur des communautés dans la région la zone de Bankilare en février 2025. Mais les Nigériens ont tenu tête à ce que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Là, on ne parle pas. Alors que nous, au Mali, chaque fois on frappe Zouera, on dit une femme qui vend du riz pour des forains, on tue ses filles, on vise un hameau Touareg et après on colmate des communiqués pour dire qu'il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés. Alors que ce n'est qu'une expédition punitive contre des innocents. Et ça, c'est une réalité. Où on va dire, voilà, il y a eu le bateau de Tombouctou, où ce sont des Tombouctiens et des populations de Gao qui sont morts et on l'instrumentalise pour se légitimer à aller faire des exactions sur ces mêmes populations nomades qui subissent. Alors aussi, on oublie d'apporter en 2022 l'assistance à la communauté Touareg arabe Péru, où il y a plus de 3000 civils nomades qui ont été tués dans la région de Ménaka en 2022. Donc voilà, nous avons besoin vraiment d'une prise de conscience, d'une collaboration avec tout le monde, d'une unité Touareg, ainsi que leurs amis, qu'ils sachent qu'au Mali, c'est le seul pays où les Touaregs ont une revendication territoriale. Et aujourd'hui, à mon humble avis, je ne fais pas partie des mouvements armés, mais je fais partie de ceux qui luttent pour qu'il y ait un État progressiste. Mais ce que je vois aujourd'hui pour le Mali, soit il y a une autonomie pour les régions arabes, Touareg, Péru et Sonré, ou bien on va toujours continuer dans les pourrissements à avoir des leaders qui sont là que pour tirer leur épingle du jeu, qui sont corrompus, une justice corrompue. Et là, on aura toujours des mouvements, des régimes de fait qui ne font que des règlements de compte entre eux et qui ne font que nous reculer, nous mettre en retard et d'être la risée du monde. Donc, sur ce, je vous remercie. Sina Marakoulin, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné ces informations qui vont justement animer le débat que nous allons instaurer maintenant. Effectivement, comme vous l'avez constaté, donc là, on est dans un système où il y a un dilemme et un défi à relever. Et ces défis, nous sommes tous invités à le relever, étant donné que maintenant nous avons les informations nécessaires qui nous permettent de comprendre réellement ce qui se passe, même ceux qui ne sont pas sur le terrain, car on a suffisamment vu et écouté et même discuté avec des gens qui ont échappé à tout ce que l'on sait, à la terreur.
Et maintenant, effectivement, il faudrait que nous essayions de réfléchir sur les apports positifs, c'est-à-dire comment sortir de l'impasse, comment arriver à une paix durable dans la situation actuelle. Tel est le défi auquel nous sommes confrontés. Et je pense que chacun peut apporter sa contribution sur le plan de la réflexion, parce qu'en réfléchissant, et tout problème peut trouver une solution lorsqu'on s'y attache réellement et que le problème est bien posé. Et c'est pourquoi nous pensons que continuer à réfléchir et à contribuer à apporter notre apport, notre contribution pour la résolution justement de la paix, pour la sécurité dans ce pays. Et c'est sur ce point, je ne vais pas aller plus loin, je vais donner la parole à chacun d'entre vous. Je vous demanderai, je sais que chacun de vous voudra bien prendre la parole ici et puis parler pendant plusieurs heures, mais pour que nous puissions avoir quelque chose de constructif, je vous demanderai d'être bref dans vos propos pour que nous puissions permettre à toutes les personnes qui veulent parler ici de pouvoir effectivement intervenir dans ce débat qui est donc interactif. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir écouté nos conférenciers. Et maintenant, la parole va être donnée à la salle. Ne t'inquiète pas.